Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel atelier organisé par les équipes EPOCA. Je suis ravie de présenter aujourd'hui cet atelier consacré au personal branding qui fait aussi la démonstration de la manière dont nous travaillons entre tous les pôles et de manière très intégrée, puisque j'anime cet atelier ce matin avec Laurent, Cédric et Marie qui vont se présenter. Donc moi je suis Caroline Challendarginet, je pilote le pôle influence et relations presse d'EPOCA. Bonjour Marie. Bonjour Caroline. Donc moi je pilote l'activité social media et amplification. Voilà. Et bonjour à tous, moi je suis Laurent Cédric et je pilote l'activité stratégie digitale, stratégie social media et stratégie de récit. Donc c'est aussi ce pourquoi nous travaillons ensemble sur les sujets de personal branding, parce qu'en effet, de quoi parlons-nous quand nous parlons de personal branding? Nous l'abordons chez EPOCA avec des regards croisés, avec une approche, avec des techniques de communication qui se mêlent et qui permettent une émulation et de répondre à cet enjeu du moment où on a de plus en plus d'attentes dans la figure du dirigeant. En effet, le personal branding, dans sa définition première, en fait, est tout simplement la construction d'une image, l'image du dirigeant ou des dirigeants, l'image de leadership, où derrière l'individu, on va finalement avoir une approche identique à celle de la construction d'une marque, en s'appuyant sur son parcours, sa vision, ses compétences, ses engagements. Donc l'idée vraiment est de mettre en cohérence une réalité, une personnalité, une identité et de la traduire dans une approche de marque. En effet, ce que l'on constate aujourd'hui, et ça s'est accentué du fait de la crise Covid, on a de plus en plus d'attentes en termes de société, de consommateurs, mais aussi le politique interpelle davantage le dirigeant qui devient véritablement un asset en termes économiques, en termes de valorisation de la marque. Peut-être que vous pouvez tous les deux le commenter dans le cadre de votre quotidien et de vos métiers. Tu veux y aller, Cédric, ou Oui, absolument. Je pense qu'en fait, et on l'a particulièrement vu et on y reviendra dans le cadre de nos discussions aujourd'hui, la crise Covid, ça a donné une place aux leaders des entreprises très nouvelles, très différentes, où on les a vus d'ailleurs s'exprimer dans des postures assez particulières dans les médias et dans les plateformes social médias. Où on les a vus descendre un peu de leur rôle et de leur thématique traditionnelle qui était beaucoup autour de l'économie, du projet de l'entreprise, pour aller vraiment en très grande proximité, en soutien des collaborateurs, en soutien de certaines causes, en soutien aussi des différentes parties prenantes. Et donc en fait, évidemment, ces mouvements-là ont complètement renouvelé la construction de l'image de marque globale de l'entreprise, puisque le dirigeant, par le biais de ses différentes actions, participe complètement à la construction de cette image-là. Et on a eu finalement une image qui a permis de repersonnaliser en fait, et de sortir d'une image statutaire et on a de plus en plus en fait, d'attentes de toutes les parties prenantes. Donc là, c'est là où on a la cristallisation de l'attention des publics. C'est ce qu'on voit finalement sur les réseaux sociaux, Marie. Oui, la prise de parole du dirigeant est très attendue. Ça l'était déjà le cas avant la crise qu'on a évoquée, mais ça l'est d'autant plus. Il est regardé vraiment par une pluralité d'audience et de segments d'audience qu'on a fait apparaître ici. Et puis, ça peut à la fois avoir un impact très positif, comme parfois un petit peu compliqué, voilà, si c'est mal géré. Donc vraiment une attention sur aussi cette prise de parole et cette cohérence par rapport à la marque qu'on souhaite porter en tant qu'individu que dirigeant, et peut-être aussi l'agenda de l'entreprise et de sa stratégie. Pour provoquer l'interpellation, le mouvement dans l'organisation, à certains moments, les réseaux sociaux permettent une relation directe avec la figure du dirigeant. On va chercher aussi à l'interpeller sur des causes, sur des sujets, sur des décisions prises. Et c'est ce qui est très nouveau et c'est ce qui doit être raisonné dans la stratégie de personal branding. Et on va y revenir dessus parce que les codes que l'on met en place, le positionnement que l'on met en place dès le début va impliquer un dialogue naturel avec toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes qui se mobilisent aujourd'hui, quel que soit leur positionnement, en utilisant
eux aussi les techniques d'interpellation via les réseaux sociaux en parallèle de techniques de communication plus classiques. Oui, peut-être en effet, parce que je pense que évidemment on se rend compte et on a quelques études qui l'attestent, qu'on va découvrir juste après, qui montrent en effet l'intérêt et l'attente de tous les publics qu'on a essayé de cartographier sur ce slide des dirigeants. Mais en fait aussi, il faut prendre le dirigeant comme quelqu'un qui a son propre bassin d'audience. Presque comme une forme de média. Et c'est là d'ailleurs où c'est particulièrement intéressant dans une stratégie globale, corporate, d'entreprise, de communication. C'est qu'en fait, l'entreprise a son propre bassin d'audience, le dirigeant a son propre bassin d'audience. Il y a évidemment des overlaps et des points communs, mais ça nous permet, en activant correctement les deux médias, si on peut dire, de pouvoir toucher des audiences beaucoup plus étendues et parfois nouvelles par rapport à celles qu'on avait l'habitude d'adresser de façon traditionnelle. Tout à fait. Ce qui est certain, c'est que la prise de parole, ou en tout cas l'expression, il y a une forte attente de communication sur la figure du dirigeant. Donc au-delà du personal branding, c'est vrai qu'il y a juste une expression et une volonté d'aller vers un dialogue permanent avec la figure du dirigeant. Donc c'est un mouvement qui s'accélère, on le voit avec ces quelques chiffres, puisqu'on voit vraiment que c'est une attente des internautes majoritaires, Marie. Oui, on le voit ici, 86% des internautes qui attendent qu'un CEO prenne la parole sur des sujets économiques, mais surtout qui vont avoir un impact vraiment sur des enjeux sociétaux et toutes les thématiques autour de la RSE qui sont vraiment très émergentes. Aussi, beaucoup d'internautes qui suivent déjà des entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Donc oui, une prise de parole qui est extrêmement attendue. Ce qui nous intéresse, c'est quand on analyse, on a regardé dans le cadre de notre baromètre sur les entreprises crédibles, c'est finalement qu'il y a un lien direct entre, c'est pour ça qu'on parle de personal branding, la notoriété et la crédibilité. Quand on s'intéresse aux entreprises crédibles et à la figure du dirigeant qui apparaît le plus crédible, on s'aperçoit finalement que la star qui revient spontanément est Michel-Édouard Leclerc. Absolument, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que cette étude, elle a été menée sur 5000 personnes représentatives de la population française majeure, et qu'en fait on a une grande quantité, ça c'est peut-être aussi un peu nouveau, de dirigeants qui sont cités, français et internationaux, et ça montre aussi finalement l'intérêt de l'opinion publique dans les figures de la gouvernance des grandes entreprises. Et on le voit aussi également, là c'est le point de crédit finalement, hein, ce qu'on voit aussi, c'est-à-dire dans les audiences, ce que tu exprimais tout à l'heure sur qui est en train d'augmenter dans sa figure d'expression dans le capital confiance, on voit que oui, les PDG, les dirigeants au sens large, notamment les membres du comité de direction, sont attendus positivement et on voit que le niveau de confiance augmente en fait. Absolument. Alors, malgré tout, et c'est ce qu'on dit, ce qui est spécifique vraiment, alors ça n'est pas spécifique, mais j'ai envie de dire ça l'est encore plus parce que c'est un mouvement tendanciel et structurant de nos métiers. Et on revient beaucoup là-dessus, notamment sur les sujets d'influence, mais aussi les sujets de contenu. C'est vraiment l'importance et ce qui devient vraiment clé, c'est qu'il y ait vraiment un alignement entre le récit et le réel, entre l'histoire et l'expérience, et qu'on est dans un rapport où la communication soit devenir et reprend la déontologie de l'information dans son expression première. Donc ça se cristallise, alors c'est des mots-clés sur lesquels on revient beaucoup, transparence, consistance et authenticité. La notion de transparence, quand on est sur personal branding, évidemment, on va lui donner une coloration différente parce qu'à des moments, la prise de parole du dirigeant est stratégique et peut avoir un impact très important. Donc, la transparence, elle va se traduire à certains moments dans davantage de pédagogie de la prise de décision. Évidemment, on n'est pas en train de dire il y a certains sujets qui restent confidentiels et qui ne doivent pas être communiqués. Il faut tout dévoiler. Ouais. Voilà, c'est dans les codes et dans l'expression de cette prise de parole qu'il faut la raconter, qu'il faut mettre en lumière le récit un petit peu différemment. La
consistance, j'allais parler en anglais, mais c'est en fait la notion anglo-saxonne vraiment qui est derrière cette notion-là, c'est-à-dire que communiquer pour communiquer, c'est pas ce qui est attendu. On est dans l'ère de la communication à impact, n'est-ce pas? Donc c'est dans cette notion-là, mais aussi dans la maîtrise de la justesse du propos au regard du contexte. Oui, je pense qu'en fait, ce qui est valable d'ailleurs pour maintenant tout notre exercice de communication corporate, où il faut qu'on fasse preuve quand même d'une très très grande profondeur dans tout ce qu'on expose aux différents publics, parce que sinon évidemment on prend de très grands risques. Pour les dirigeants, c'est encore d'autant plus vrai qu'il faut s'assurer en effet qu'ils puissent relayer des messages, vu qu'ils vont être immédiatement en conversation, en interaction et interpellés par d'autres audiences, avec une profondeur qui va leur permettre justement d'argumenter si jamais ils sont questionnés, positivement ou moins. Il y a une justesse au niveau du contenu et finalement du récit et du message, mais il y a aussi une justesse, je trouve, au niveau du timing et du canal. Et donc c'est très important de bien choisir ces éléments, de communiquer sur le bon, la bonne fenêtre de tir, on va dire, parce que sinon ça peut être aussi un peu sujet à problème, notamment sur la sphère digitale. C'est ce sur quoi j'allais revenir avec le terme de l'authenticité. L'authenticité, ça veut dire aussi d'utiliser le bon canal au regard de sa personnalité, de son identité. Et de ne pas faire semblant. En tout cas, c'est les convictions sur lesquelles on va revenir. Donc, en tout premier lieu, un alignement nécessaire des postures. Absolument, donc c'est la première conviction qu'on voulait partager avec vous. Et donc c'est vrai qu'en fait cet alignement il est primordial, parce on le sait, donc on a le dirigeant, la personnalité qu'on va accompagner, et puis il y a aussi l'entreprise dans laquelle il va évoluer, puisque c'est souvent dans ce cadre-là que s'inscrit une démarche de personal branding. Et il faut faire coïncider finalement cet agenda personnel du dirigeant qui peut être à moyen long terme, et puis la stratégie de l'entreprise, elle aussi, qui peut être à court, moyen, long terme. Et il faut que ces deux éléments fusionnent, puisque finalement, quand ensuite il y a un hiatus entre l'image perçue du dirigeant, son image, on va dire, propre qu'il perçoit lui, l'image qu'il renvoie au public, la stratégie de l'entreprise et la réalité de la gouvernance telle qu'elle est vécue par l'ensemble des parties prenantes, ça peut être un accélérateur de crise quand il y a finalement un gap entre ces trois dimensions. Donc pour qu'il y ait vraiment une assise qui soit légitime et consistante, il faut faire coïncider tous ces champs d'action. Et puis aussi, finalement, le décideur, le dirigeant, il est attendu sur des thématiques bien précises qui font partie de ces territoires d'expression légitime. Donc il y a tout ce qui est autour du thought leadership, on en entend beaucoup parler depuis de nombreuses années, donc voilà, je pense que c'est un mystère pour personne, mais vraiment la communication autour de la vision, donc ça peut être la vision qui est portée par l'entreprise sur un secteur, mais aussi la vision du décideur lui-même sur les évolutions d'une thématique clé ou son analyse face à des événements. Même de plus en plus, on va avoir une envie, un besoin d'avoir son décryptage de l'actualité, sa vision surtout de la société, même à certains moments la presse et le décideur public va être très intéressé par son analyse des situations et va être consulté de cette manière-là. Donc ce qui est un peu nouveau et ce qui est tendanciel, c'est qu'au-delà de la vision, on va attendre de la conviction profonde. C'est les territoires suivants, effectivement. Vous avez tout ce qui est autour du purpose leadership, donc l'utilité, la raison d'être de l'entreprise et très concrètement quels sont ses engagements par rapport à la société, par rapport à certaines décisions politiques, comme tu le disais, Caroline. C'est aussi faire preuve de transparence, d'ouverture et d'être aussi dans cette logique de preuve. Et puis un dernier territoire qui se dessine et qui est en lien avec le côté de la mission, c'est-à-dire que peut-être au-delà simplement de se mettre en visibilité autant que décideur, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que la thématique, que le combat qu'on porte va finalement fédérer l'ensemble des parties prenantes qu'on souhaite activer autour d'un combat ou d'une mission. Et donc c'est comment justement on fait mouvement ensemble, on crée un collectif. On fait en sorte de mobiliser les publics nécessaires pour agir.
comment on va aussi profiter de la visibilité du dirigeant, au-delà d'un message qui va permettre de donner une autre image ou de créer un mouvement ou de donner expliciter des décisions de l'entreprise et d'être bénéfice à l'entreprise, c'est de faire bénéficier cet ensemble à une cause plus large en fait. Et de faire avancer un sujet de société, par exemple. En tout cas, c'est ce qui est de plus en plus attendu. Dans les postures, du coup, on va mixer des rôles entre l'adhésion et l'engagement. C'est ça. Donc, et après, il va y avoir des mix éditoriaux qui vont être faits avec des décideurs qui vont être plutôt plus ambassadeurs qu'éclaireurs ou des personnalités qui vont être plus engagées qu'ambassadeurs de leur entreprise. Donc tout ça, on le verra. Ça nous permet de définir aussi certains profils types. Mais oui, dans l'ambassadeurat un peu d'entreprise, c'est comment est-ce que le décideur va être le média de son entreprise, va partager en exclusivité toutes les informations qui sont relatives à sa gouvernance, à je sais pas, une annonce, des nouveaux contrats, des bonnes nouvelles. Comment est-ce qu'il va permettre de créer aussi des séquences d'accélération et d'activation autour de ces temps forts-là et finalement de fédérer les publics et surtout l'interne autour de cette actualité. Sur le côté éclaireur, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure sur la vision, sur le côté transmettre et éclairer les audiences pour leur donner finalement toutes les capacités de comprendre une décision ou une évolution sur un secteur donné. Et puis la personne engagée, donc là on rentre davantage dans un champ qui est celui du pro-perso, mais qui est nécessaire aussi, je pense, pour être gage d'authenticité. Et c'est vraiment ce qu'on va rechercher aussi pour être dans cet engagement par rapport au public. Donc c'est porter des combats qui nous sont chers, mais être aussi complice et en conversation avec l'audience. Donc je reviens rapidement sur ce que tu as commencé à évoquer, c'est-à-dire que finalement, on va, dans notre travail, définir un positionnement qui va être le plus cohérent avec la personnalité, parce que c'est ce qui va être important, en fonction de la réalité aussi de l'organisation, la réalité de l'entreprise, sa fonction, la feuille de route du dirigeant. La feuille de route du dirigeant va aussi avoir un énorme impact sur le positionnement que l'on va imaginer en termes de personal branding. Tu en as retenu 5 qui sont aujourd'hui peut-être les figures qui sont le plus visibles à date dans les choix qui sont faits par les dirigeants actuels quand on analyse le personal branding. Oui, c'est ça. Puis d'habitude, on travaille avec plus de modèles. Et ce qu'il faut dire là, c'est vraiment des grandes tendances, mais souvent, pour qu'une stratégie de personal branding soit impactante, c'est un mix aussi de ces différentes postures. Donc, c'est-à-dire qu'on est un peu maître de cérémonie, on est un peu expert, on est un peu visionnaire, et c'est ça qui fonctionne. Mais le maître de cérémonie, oui, il va être très enthousiaste, fédérer ses équipes, donc on est plus dans le côté ambassadeur de l'actualité de l'entreprise. Sur la vision, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le thought leadership. Le côté partisan, on est plus sur les engagements, les missions, les combats de l'entreprise, mais aussi du décideur lui-même. Et puis des profils qui sont davantage plus experts, c'est-à-dire qu'ils vont se positionner par leur parcours et par aussi finalement une expertise et qu'ils ont développé sur un domaine. Ils sont considérés comme des sommités sur des thématiques ou un sujet très précis et on les suit pour ça plutôt que pour savoir finalement ce qui va se passer dans leur entreprise et ce qu'ils ont apporté. Et puis l'entrepreneur, comme son nom l'indique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur tous ces positionnements, évidemment, quand on va réfléchir aux relations presse à titre d'illustration, on va aussi les différemment dans les dispositifs que l'on va mettre en place, dans les profils de journalistes, dans les typologies de l'action qu'on va pouvoir mettre en place. Et dans les outils, évidemment, on va attendre par exemple du visionnaire, peut-être des tribunes, de l'analyse, du décryptage. L'expert, on va être sur de la vulgarisation. On va être sur d'autres aussi profils de journalistes qui sont des journalistes spécialisés sectoriellement. Et l'entrepreneur, je n'en parle pas parce qu'il est très très présent dans l'actualité et dans les médias. Donc ça parle à tout le monde. Alors ça me permet de faire cette transition naturelle vers notre conviction numéro 2. C'est un peu pour ça que j'ai repris la parole sur ce positionnement. C'est le fait de dire qu'en fait ce qui fait la différence et qui permet de devenir influent, c'est le fait de raisonner le personal branding de manière intégrée. De manière intégrée, ne pas se limiter à une approche, enfin en tout cas c'est de la conviction qu'on partage évidemment, puisque nous sommes autour de la table tous ensemble, mais en fait c'est de trouver, de raisonner au regard de l'objectif stratégique à la fois de l'entreprise, mais aussi de la personnalité du dirigeant
et ou des dirigeants, puisque tout le monde, évidemment, a un agenda personnel important à intégrer où la communication permet de faire mouvement ou même est facteur clé de réussite dans l'atteinte des objectifs. Donc on va bien évidemment partir des objectifs pour après définir en fait le mix de moyens. Et des mix de moyens qui peuvent être ceux qui vont émerger, pour venir le point tout à l'heure sur la transparence, qui vont être émergents, et on a beaucoup parlé social media, contenu récit, qui vont être sur le registre de la communication. Mais il y a toute une autre panel d'action, de travail qui peut être fait, qui finalement n'est pas tant visible que ça, qui peut être clé, mais tout ça doit être mis en musique et intégré. Alors évidemment, on a les actions qui sont davantage du registre de l'influence, on a les actions qui sont juste de porte-parole et de travail sur la figure du dirigeant pour qu'il y ait une bonne cohérence, une bonne incarnation du récit qui a été raisonné dans la phase stratégique, et tous les sujets liés aux relations presse. Mais pour revenir sur ton point, Marie, qui est le dernier point de la convivialité ou en tout cas de l'authenticité dans son expression, tout le travail qui est fait dans les réseaux, les contributions aux réflexions et tout ce qui est fait juste dans le rôle que l'on attend d'un dirigeant qui est aussi a un rôle clé au milieu de la cité au sens premier du terme. Absolument. Et puis, en effet, et pour peut-être apporter une précision à ce que tu évoques, Caroline, c'est en fait sur tous ces leviers-là, et notamment ce qu'on voit sur la partie externe. Je suis toujours dans la confusion entre immergé et visible de l'iceberg. Pour les RP, en fait, on voit bien qu'en fait, là, on est dans une relation un peu particulière, parce qu'en fait, le dirigeant, on n'envoie pas des communiqués de presse comme on peut le faire de façon traditionnelle, mais le dirigeant va rentrer en discussion, notamment sur Twitter, avec des journalistes. Et en fait, c'est aussi finalement comme ça qu'on va pouvoir activer certains médias. Pour les événements, alors les équipes ne sont pas autour de la table, mais quand on bâtit cela avec nos camarades qui sont en charge des activités événementielles, ils trouvent très intéressant, et nous aussi évidemment, de réussir à positionner les dirigeants à la fois sur des grands événements qui vont leur permettre de leur donner un retentissement médiatique, international, y compris pour l'entreprise, mais de combiner ça aussi avec parfois des approches plus locales et des médias plus locaux. Et puis enfin, sur l'élaboration du programme de contenu, alors évidemment, moi dans mes casquettes, c'est une de mes casquettes clés, dans mes expertises. Je trouve qu'en fait, aujourd'hui, la réflexion sur l'élaboration du programme, les sujets portés et les angles spécifiques, parce qu'en fait, on va voir, mais il y a des thématiques qui sont quand même très présentes, qui font beaucoup d'intérêt dans les audiences. Et là aussi, il faut essayer de les travailler pour pouvoir avoir une touche particulière, une vraie singularité. Et donc, en fait, ça, c'est un travail global spécifique, articulé, presque articulé comme jamais, pour à organiser, et l'iceberg illustre assez bien tous les leviers à activer. Moi, je voulais rajouter quelque chose simplement, mais très, très rapidement. C'est qu'on est aussi sur un travail qui est sur un temps long. On travaille le personal branding de son dirigeant. On n'est pas que sur une logique de coût de communication quand il y a des séquences d'accélération. Et finalement, quand on veut être visible sur une séquence d'accélération, être mis en visibilité des bons journalistes sur les bons médias ou sur les bonnes chambres d'écho, ça veut dire qu'au préalable, on a travaillé la visibilité, la relation du décideur avec ses publics, qui fait qu'il émerge naturellement quand on a besoin d'un regard sur un sujet. Transition toute naturelle vers notre dernière conviction, puisque en fait, on s'aperçoit bien, et ce qui est inhérent, en fait, c'est le rôle clé de la relation de confiance que l'on installe entre le dirigeant et ses parties prenantes, entre le dirigeant et son audience, et le dirigeant face à ses réseaux et ses collègues de travail, et c'est vraiment cette notion de relation qui est clé. Et finalement, on s'aperçoit qu'il faut aussi raisonner le personal branding comme l'animation d'un réseau d'influence. Absolument. Et là, en fait, c'est peut-être la grande nouveauté et une très belle piste de réflexion que tout le monde doit avoir sur cette thématique. Pour le moment, dans la plupart du temps, les réflexions sur la marque des dirigeants, ou leur personal branding, ou leur leadership, au sens large, il est toujours
très régulièrement travailler de façon individuelle. C'est-à-dire qu'on imagine un programme pour le dirigeant, on imagine finalement des thématiques, on organise ses prises de parole sur les réseaux sociaux. Et en fait, on voit, et c'est très bien de le faire de cette manière-là, mais en fait, c'est un peu dommage parce que le dirigeant, c'est surtout une personne clé qui est l'animateur d'un réseau plus large et d'un collectif plus large. Et c'est ça, hein, l'essence même de l'entreprise. Et qu'en fait, faire jouer pleinement ce collectif, bah, ça participe énormément au développement du leadership individuel. Donc en fait, nous, on croit beaucoup à cela, d'autant plus que finalement, quand on voit la grande diversité des thématiques oui, c'est à moi d'appuyer. Oups, alors. Trop vite. Ouais, je ne sais pas retourner en arrière. Super, merci Caroline. Et quand on voit en fait la grande diversité des thématiques qui sont attendues et qui se présentent aujourd'hui aux leaders dans les entreprises, on voit que c'est vraiment intéressant de pouvoir embarquer un collectif autour de soi pour pouvoir les porter, parce qu'en fait, seul, on ne peut pas porter toutes les thématiques. On voit notamment, et là aussi, c'est vraiment la sortie de crise Covid, des nouvelles thématiques émerger, parce qu'on a été pendant quand même 2 ans dans quelque chose qui était des prises de parole autour du quotidien. On était un peu sorti d'ailleurs des visions projectives, parce qu'en fait d'ailleurs on ne savait pas trop quoi dire sur l'émergence des risques et même sur des projections par rapport à la situation pandémique. Donc comme on sort de cette phase-là, on voit qu'il y a un retour à la projection, on voit qu'il y a un retour d'ailleurs aux sujets plus stratégiques qui permettent de se projeter. Il y a un retour aussi quelque chose qui est sorti autour de la raison d'être, mais qui devient beaucoup plus fort sur l'utilité au sens large de l'entreprise. D'ailleurs, en lien avec toutes les thématiques qu'on va pouvoir faire porter aux dirigeants sur la RSE, et thématiques là aussi où il y a de très très fortes attentes, et en même temps, très fortes attentes et un vrai et énormément de monde qui s'exprime sur le sujet. Et puis également thématiques autour de la gouvernance. Donc pour pouvoir justement porter ce collectif de thématiques, pour nous, il est essentiel de mettre en place un collectif d'influence. D'autant plus, là aussi, que notre étude, toujours menée avec Harris Interactive, montre bien qu'il y a différentes parties prenantes qui participent complètement à la construction de la crédibilité et de la confiance des entreprises. Et d'ailleurs, en premier lieu, et dans les parties prenantes externes de l'entreprise, on voit que c'est elles qui sont naturellement, à qui on accorde naturellement le plus de confiance et le plus de crédibilité. Mais dans le quartier de tête des différentes personnalités qui peuvent participer fortement, et d'ailleurs on est dans des scores intéressants de plus de 70%, les dirigeants ou les représentants de la direction de l'entreprise se positionnent en quatrième position. D'ailleurs, on le voit en ce moment avec la cristallisation des enjeux pouvoir d'achat, énergie, etc. On attend aussi des prises de parole fortes de la part de la figure du dirigeant. Exactement. Et donc, comme l'évoquait Caroline, seul, on travaille très bien la construction d'une marque et on peut aller très très vite pour pouvoir justement élaborer le programme, mais en organisant un collectif finalement conversationnel, influent, avec un programme de collectif. On peut aller beaucoup plus loin et aller porter justement des causes qui sont structurantes pour l'entreprise, mais aussi plus globalement pour la société. Et donc avec d'ailleurs différentes typologies, soit d'ailleurs en reprenant la liste de l'étude précédente, parce que ça peut être intéressant de construire ce collectif avec des parties prenantes externes, pas toujours évident à réaliser. Mais en revanche, avec les parties prenantes de l'entreprise, et notamment au niveau justement des directions générales ou des COMEX, aller chercher vraiment des profils de leaders pour pouvoir porter de la vision. Ou aller peut-être chercher plutôt des profils experts
en interne, des experts internes, des collaborateurs, des startups de l'écosystème, parfois des clients ou des leaders d'opinion, pour pouvoir aller porter des thématiques plus pédagogiques et aller faire des récits narratifs structurants qui expliquent des notions complexes, pertinentes pour l'entreprise. Et c'est presque le Graal, aller chercher des parties prenantes externes, des ONG ou des partenaires plus éloignés avec qui on va aller pouvoir construire des récits plus inspirationnels, des témoignages et aussi des contenus plus immersifs. En commençant par construire des projets tout simplement ou des actions stratégiques pour l'entreprise de manière ouverte. Dans le cadre d'actions de co-développement, co-construction, collaboration, puisque c'est ce qui est attendu finalement quand on travaille sur les raisons d'être, c'est ce qui est attendu aussi. Absolument. Finalement, cette méthodologie-là, on doit la retrouver dans la construction du personnel, du collectif branding, si on pouvait dire cela. Et alors finalement, ça peut, quand on dit ça, on se dit, ça veut dire pouvoir mobiliser finalement énormément de public et ça peut paraître compliqué à mettre en place. La première étape, nous on y croit beaucoup, c'est autour justement d'une stratégie d'alliés qu'on va pouvoir mener et avec un premier cercle qu'on va mobiliser, qui va nous permettre vraiment de maximiser autour des leaders de l'entreprise, un collectif qui va pouvoir s'emparer justement de certaines thématiques. Et en fait, là, on le décrit, on l'a schématisé sur la slide, et on voit très bien du coup, par exemple, si on prend le DRH, que en fait, ce profil-là, il va pouvoir à la fois finalement intéresser, passionner certains types d'audiences, mais du coup aussi porter des thèmes en relation avec ces audiences-là. Donc en fait, avec ce premier cercle, on va pouvoir finalement avoir un jeu assez fin de répartition, de thématiques et de sphères d'audience. Donc ça, pour nous, c'est la première étape essentielle finalement dans la stratégie où on répartit les thématiques et les audiences entre ce premier cercle. Et ensuite, et ça c'est vraiment notre conviction absolue, c'est que il ne suffit pas de donner, apporter des messages à certains individus influents de l'entreprise pour augmenter le leadership global. Il faut absolument travailler ensemble et faire interagir et faire converser ce premier cercle. Faire converser ce premier cercle, ça veut dire accompagner, et ça c'est notre travail, et c'est le travail des communicants qui accompagnent les figures dirigeantes dans ce cadre de mission, en leur permettant de manifester un intérêt individuel et ou en accomplissant un geste relationnel déjà dans ce premier cercle. Et quand on fait des études sur justement le comportement des dirigeants et particulièrement sur les réseaux sociaux, on voit très souvent qu'on est plutôt dans je transmets une information, je partage une opinion, je fais un post. Et ensuite, après, en revanche, très peu de logique conversationnelle. Là, évidemment, il faut développer cela et travailler ça au niveau du groupe parce qu'en fait, ça va démultiplier l'influence collective. Ça va permettre aussi d'exposer les messages dans les bassins d'audience de ses camarades de jeu. Donc, en manifestant en effet un intérêt individuel, en contribuant aussi au débat, on ne doit pas être les seuls à s'exprimer sur ses propres sujets, mais on doit aussi rebondir sur les sujets des autres. Et pour ne citer que celle-ci, mais vous avez tous remarqué quand même que maintenant quand on commente un post, ne serait-ce que sur LinkedIn, ça permet de transformer le commentaire en post, et donc du coup ça devient une part de son expression et de son opinion individuelle, donc essentielle. Et puis aussi finalement, agir en dehors de finalement sa première communauté. Et là aussi, en allant s'exprimer autour de thématiques qui ne sont pas forcément celles de son programme premier éditorial. Et donc en fait, c'est vraiment avec cette réflexion collective qu'on travaille encore mieux le branding individuel, qu'on lui donne encore beaucoup plus d'amplification
Et puis surtout, finalement, qu'on répond bien à la mission première qu'on nous confie, qui est celle du branding, enfin de l'image et de la communication globale de l'entreprise. Tout à fait, c'est un point que l'on utilise aussi énormément et qui est dans l'efficacité quand on cherche à avoir des stratégies d'influence ou de relations presse. Ce qui va faire la différence finalement, c'est le dialogue permanent, c'est la conversation permanente. Et c'est d'éviter d'aller chercher la cible ou le public au moment où on en a besoin. C'est aussi être en interaction, en l'alimentant, de réflexion. Alors, dernière conviction. Oui, rapidement, c'est de se dire aussi que ces logiques-là, elles peuvent se mettre en place naturellement, mais ce n'est pas totalement le cas si on veut vraiment avoir une démarche qui a un impact. Et il faut se placer là, dans une logique de programme. Et là, on a séquencé quelques grandes étapes incontournables qui sont celles qu'on met en place quand on accompagne des décideurs et puis des COMEX, des directions sur leur prise de parole. Donc il y a un premier enjeu qui est celui d'auditer vraiment précisément où est-ce qu'on en est du porte-parole des profils qu'on va accompagner. Ensuite, faire une recommandation personnalisée sur les différents leviers d'audience qu'on va pouvoir et de visibilité qu'on va pouvoir activer. Donc être plus ou moins visible aussi selon les ambitions du dirigeant et de l'entreprise. On va avoir un moment où on va les sensibiliser à la démarche et les convaincre finalement de l'utilité si ce n'est pas déjà fait, et leur mettre le pied à l'étrier pour qu'ils se coordonnent bien finalement avec leur attaché influence, leur attaché amplification dans cette démarche. Et puis bien sûr un accompagnement qui va être régulier, donc à la fois sur la création de contenu à haute valeur ajoutée, sur l'assistance aussi rédactionnelle, conversationnelle quand c'est nécessaire, et être dans cette logique toujours d'augmentation permanente et de les accompagner ces profils, si besoin bien sûr, sur des moments de coaching et de formation, donc à la fois peut-être sur du media training, mais aussi très concrètement sur LinkedIn est un canal vraiment privilégié pour être influent maintenant et être un média dans le média quand on est un décideur. Donc comment est-ce qu'on peut prendre bien en main cette plateforme? Donc ça, c'est des points qu'on peut faire avec ces profils-là. Et puis bien sûr, suivre avec des KPI précis qu'est-ce que génère cette démarche. Tout à fait, donc on va partir du positionnement initial qu'on a présenté, on va le traduire en expression et en action et en levier, un mix en fait différent en fonction du choix premier et des objectifs et de l'environnement qui bouge aussi. Et après on va aussi définir des KPI et des indicateurs spécifiques en fonction de la stratégie définie et du positionnement défini au démarrage. Et donc pour terminer, cette slide qui résume bien tout ce qu'on vient de se dire, que le personal branding, c'est véritablement un vecteur incontournable quand on parle de communication et d'impact auprès de différents segments d'audience. Parce qu'en termes de visibilité, on va faire vraiment une différence puisque c'est des profils qui sont très, très remarqués, très écoutés et qui engagent beaucoup. En termes de réputation aussi, on va promouvoir une certaine image d'une entreprise et d'un décideur engagé en mouvement, et donc ça, c'est aussi important. On va susciter l'adhésion de nos publics, fédérés autour d'un projet qui peut être un projet économique, mais aussi plus sociétal, comme on l'a vu tout à l'heure. Être aussi dans cette logique d'exemplarité, puisque souvent, quand un décideur prend la parole, il va encourager finalement cette logique de porte-parole et d'ambassadeur à tous les niveaux de l'entreprise. Et c'est ce qu'on recherche aussi quand on veut créer l'impact, donc c'est très important. Et tout le sujet de la considération, puisque quand on est transparent, quand on prend la parole régulièrement, on accroît de façon systématique, naturelle, la confiance envers l'entreprise et son expertise, et c'est ce qui se passe. Voilà. Et c'est ce que l'on a bien vu dans Entreprise crédible. Il y a un lien direct entre la communication et le crédit, la confiance en la personne ou en la marque. C'était l'introduction de cet atelier. Je vous remercie tous les deux. Merci Caroline. C'était très sympa de préparer cet atelier ensemble. Et puis nous restons tous les trois évidemment à vos dispositions par la suite via LinkedIn, nos LinkedIn respectifs. Ah, mais bien sûr. Voilà, pour poursuivre les échanges. Voilà. Et n'hésitez pas à rentrer en logique conversationnelle avec nous juste après cet atelier. À très bientôt et merci à tous.